Périphérie, Édouard Zambon. J'aime la nuit car c'est le seul moment où on me prend pas la tête. La nuit, c'est une nouvelle journée qui commence. La nuit, on entend le silence et ça fait peur. La nuit, c'est quand il y a des étoiles. Et ça commence vers minuit. La nuit, le temps est plus court. La nuit, ça réveille les souvenirs. La nuit, quand je pense à quelque chose que je me sens capable de faire, ça paraît si facile, si simple, que je me sens plus fort, plus détendu. Le lendemain, c'est pas si simple que ça. La nuit, tout paraît plus facile. Peut-être c'est pour cela qu'on va essayer de parler de la nuit, justement, de façon un peu nocturne, à 10h15 du soir, sur le parvis de la salle Couty à Lyon. Bienvenue à tous dans ce premier débat de Périphérie, la nouvelle version. Sur le web, périphérie.fr, sur les plateformes de podcast, sur mobile, enfin, partout où c'est possible, nous essaierons de nourrir vos oreilles grandes ouvertes pour écouter, raconter et décrypter la réalité sociale et urbaine. Et pour ce premier débat, nous essaierons modestement, justement, d'éclairer la nuit. C'est dans le cadre du 4e forum de la médiation nomade que ce débat est enregistré. La médiation nomade qui, depuis 6 ans maintenant, installe une sorte de terrasse de café éphémère, un lieu de convivialité, le soir au cœur des quartiers pour essayer de créer un espace de rencontre, un lieu dans les quartiers qui souvent en manquent cruellement. Se parler pour souvent se rendre compte qu'on a des choses à se dire. Que faire la nuit dans les quartiers populaires ? Quels acteurs sont légitimes à intervenir ? Quels objectifs doit-on poursuivre ? Y a-t-il des nuits au féminin et d'autres au masculin ? La nuit accentue-t-elle les spécialisations géographiques, les frontières sociales et urbaines ? Sont-elles encore plus étanches dans la pénombre ? Autant de questions que nous allons essayer d'aborder ensemble. Et puis, nous allons évidemment nous demander comment trouver des idées pour que ce moment, qui peut être si propice à la confidence, à la bienveillance, à l'écoute, à l'invention des possibles, au rêve même, ne soit pas abandonné au désœuvrement, au chacun pour soi, à l'économie souterraine bien sûr, mais aussi aux vendeurs de haine et d'obscurantisme qui, eux, sont là le soir en pied d'immeuble. Pour aborder ces questions, nous sommes très heureux d'accueillir le secrétaire d'État à la cohésion des territoires, ministère qui a en charge la politique de la ville. Bonsoir Julien de Normandie. Bonsoir. C'est la 2e fois que vous venez au forum de la médiation nomade en 2 ans. C'est parce que vous êtes un octambule ? Je ne sais pas si c'est parce que je suis un octambule, mais c'est surtout parce que je crois profondément en l'utilité de médiation nomade, en l'utilité de cette association, en l'utilité de ce qu'ils font sur le terrain. Je crois profondément que le fait de pouvoir s'installer comme ça dans des quartiers la nuit et de permettre la parole, d'ouvrir tous les habitants à la parole avec ce moment d'échange, toujours dans la bienveillance, est quelque chose à la fois d'utile, de bon et de nécessaire. Nécessaire pour la société de manière générale. Et donc, je voulais être là pour témoigner et de mon soutien et de ma reconnaissance envers l'action effectuée. Merci en tout cas d'être là pour le premier débat de Périphérie. C'est une thématique particulière en termes d'action publique, la nuit pour vous. Votre prédécesseur avait ouvert un chantier qui s'appelait Soirée Week-end. Pour vous, c'est quelque chose que vous avez aussi fléché de manière spécifique ? C'est effectivement quelque chose d'essentiel. Et puis, c'est quelque chose où les pouvoirs publics ont souvent été absents. Médiation nomade le dit régulièrement, elle agit à des horaires où l'État n'est plus présent. Et je crois que c'est vrai. Je crois que dans beaucoup d'endroits, la nuit, l'État n'est plus présent. Les collectivités locales, les élus locaux font ce qu'ils peuvent. Les associations font ce qu'elles peuvent. Et l'État, parfois, est trop absent. Et donc, il y a une vraie problématique derrière tout cela, de se demander est-ce qu'il faut réouvrir des services publics la nuit, le week-end. Je pense à des maisons de quartier, mais je pense aussi aux bibliothèques sur lesquelles on a beaucoup travaillé avec notamment Eric Orsena. Donc oui, c'est une vraie politique publique de savoir comment, non pas on peut apprivoiser la nuit, mais comment l'État peut être aussi présent la nuit dans tous nos quartiers. Autant de questions qu'on va essayer d'aborder tous ensemble. Pour nous accompagner, Karima Mali, vous êtes habitante de Vénissieux. Vous participez à l'Université populaire des parents. Vous avez élevé vos 6 enfants aux Minguettes. Vous vous êtes installée en 1968. Exact. L'âge de 12 ans. Qu'est-ce que vous disiez quand vos enfants étaient jeunes et qu'ils vous disaient « j'ai envie de sortir », vous leur disiez d'aller où ? Franchement, j'essaie de les convaincre. Parce que je sais que dans nos quartiers, on a quand même sorti des médecins, on a quand même sorti des gens qui ont étudié. Mais à la longue, ça finit par... En fait, je ne sais même pas si ça commence à l'école, quand on ils veulent faire un métier. Mais quand ils vous disaient, je veux sortir la maman ce soir,
Vous leur disiez sors pas ou vous leur disiez va? Est-ce qu'il y avait un endroit où ils C'est toute pouvaient une aller? histoire, ça, c'est difficile. Franchement, c'est très difficile. Et alors vos petits-enfants, là, vous leur dites quoi? Ils sortent, on ne peut pas les empêcher de sortir, les enfants, ça c'est clair. Mais sincèrement, c'est un gros souci. Et le gros souci, franchement, moi, c'est pas le fait qu'ils sortent dehors. Bon, ils sortent, ils sont dehors, mais c'est quand on entend la police, je dis franchement, c'est ça qui me fait peur. C'est la police. C'est la police qui me fait peur. Moi, quand on les embarque des fois comme ça, moi je les ai vus embarquer, j'ai vu des choses de faites et ça m'a fait mal au cœur. C'est terrible. J'ai plus peur en fait de la police que de ce qu'ils peuvent faire eux. On en parlera, hein, parce que justement, avec l'installation des nouvelles brigades de sécurité du quotidien, il y a peut-être un chantier dont Julien de Normandie nous parlera. Pour nous accompagner dans ce débat, Cédric Van Stevendel aussi. Vous êtes le directeur général d'Est Métropole Habitat. C'est un bailleur social de la métropole lyonnaise, un bailleur social qui a tendance à dire que vous ne faites pas que loger les gens, hein, on en parlera aussi. Et je suis très curieux de savoir ce que vous inventez ou ce que vous n'arrivez pas à inventer pour la nuit. Et puis évidemment, dernier participant à ce débat, Yazid Kerfi, le fondateur de la médiation nomade. Une histoire avec la nuit, hein, qui a commencé il y a une grosse décennie, un peu plus même. C'était à Chanteloup-les-Vignes, en ouvrant la première maison de quartier qui était ouverte tous les soirs. Pourquoi la nuit, Yazid? Parce que la nuit, il y a un public qui erre, il y a de la souffrance aussi. Hein, parce que je suis de la nuit, hein, j'ai traîné la nuit beaucoup et il y a des gens qui m'ont tendu les bras. Ce sont plutôt les délinquants qui m'ont tendu les bras que les autres. Et donc je dis qu'il y a un danger de les laisser tout seuls. Et c'est un effet miroir, moi je veux leur tendre les bras. Des personnes bienveillantes, honnêtes, qui sont très bien, qui peuvent tendre les bras à des personnes qui sont en souffrance. Parce que je pars du principe que la plupart des délinquants, ce sont des gens malheureux avant tout, quoi. Alors pour ouvrir ce débat, et puis avant de donner la parole à Cédric Van Stevendel, qui est le seul à ne pas avoir participé à ce tour de table, je vous propose d'écouter le point de vue d'un grand ancien, un sage en matière de jeunesse et de quartier, Christian Delorme, le curé des Minguettes, on l'appelait à l'époque. Quand il avait initié à l'époque la marche pour l'égalité en 1983, un marcheur déjà, peut-être, clin d'œil. Christian Delorme est au micro de Serge Perrin et Théodore Denain de la médiation nomade de Lyon, et il revient sur ce que la nuit peut apporter de particulier. La nuit, c'est un moment, je crois, qui est très intéressant, parce que de fait, il y a toute une partie des gens qui sont chez eux, et puis tu as des gens qui sont dehors. Et ceux qui sont dehors, ce sont souvent des gens qui ont du mal à trouver leur place dans la journée. Pas tous, mais un certain nombre d'entre eux. Et la nuit, je crois qu'il y a une dimension d'intimité dans la nuit. C'est-à-dire que c'est idiot de dire la nuit, il n'y a pas la lumière, parce qu'il y a moins de lumière. Et il y a des gens qui craignent la lumière, parce qu'ils se sentent stigmatisés, parce qu'ils se sentent mal aimés, à tort ou à raison. Et dans la nuit, ils sont plus rassurés. La nuit, c'est paradoxal, parce qu'il y a des gens pour qui la nuit est le temps des frayeurs, et d'autres pour qui c'est le moment où on est rassuré. Parce qu'on n'est plus sous les projecteurs. Et il se passe des choses, il peut se passer dans les rencontres, dans les espaces qu'on va créer, il va se passer des libérations de la parole. D'abord, encore une fois, des gens qui vont pouvoir se dire, parfois on est surpris de voir ce que les gens vont dire d'eux-mêmes, qu'ils n'auraient jamais dit dans le jour, et qu'ils ne rediront peut-être pas le lendemain d'ailleurs. Et puis ils vont se parler entre eux. Et ça pour moi c'est vraiment essentiel. Ce qui moi me frappe, c'est qu'il y a des tas de jeunes qui ont le sentiment, et encore une fois réel, c'est justifié ou pas justifié, mais ils ont le sentiment de ne pas avoir leur place dans la société. Qu'on les regarde toujours de travers, que la société elle n'est pas pour eux. Et dans la nuit, quand finalement un certain nombre de gens qui peut-être n'auront pas laissé de place dans la journée ne sont plus là, eh bien ils trouvent un espace où ils peuvent enfin exister. C'est un peu terrible de se dire qu'il faut la nuit pour que des gens se sentent pouvoir exister. C'est vrai que Van Stevendel, on parle mieux à ses locataires la nuit que le jour. Est-ce qu'on entend autre chose? Moi d'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui se passe la nuit, ça se prépare le jour. Et alors ça peut sembler extrêmement simple, mais dans notre métier de bailleur, en tout cas celui qu'Est Métropole Habitat essaye d'exercer depuis des années. 15 000 logements à peu près. 15 000 et sur Vaux-en-Velin, Saint-Priest et Villeurbanne, nous sommes le premier bailleur sur chacune de ces villes, donc avec à la fois une forme de centralité. Villeurbanne, c'est l'intérieur du périph'. Vaux-en-Velin, c'est le Mas du Taureau. Donc, on parle là d'un autre espace. On parle de là où sont parties les premières émeutes urbaines. Donc, vous voyez bien que ce sont des quartiers un peu différents. Et puis, Saint-Priest, c'est encore autre chose. Ce que je veux dire, c'est que notre organisme, il essaye
de par la présence humaine qu'il propose au quotidien, de par le fait qu'on fait partie de ceux qui pensent encore qu'un responsable d'immeuble logé, c'est quelque chose de particulier. On a l'impression que je m'accroche à ça comme une marotte, mais le fait d'avoir des gens qui travaillent dans mon entreprise et qui vivent sur le quartier, qui rencontrent les gens tous les matins, qui les voient l'après-midi, qui parfois emmènent leurs enfants à l'école avec eux, ça permet non pas de traiter mieux la nuit, parce qu'on a la même impuissance que la plupart des acteurs publics à traiter les difficultés de la nuit. Et c'est pour ça que moi je suis très intéressé par l'expérience qui est menée sur la médiation nomade, et que ça m'intéresse de regarder ce qu'on est capable de faire, parce que je pense que pour nous, bailleurs sociaux, aujourd'hui, on est un peu au bout de nos capacités, et j'ai promis de ne pas faire de polémique sur les questions des lois qui ont été faites sur notre secteur, donc je ne le ferai pas ce soir, mais pour autant, la question des moyens et de notre capacité à continuer à investir ces territoires, parfois parce que d'autres acteurs n'y sont plus, et que nous, dans la mesure où on est propriétaire des bâtiments, il faut qu'on reste, ça commence à être difficile. On commence à être dans une équation où moi, je ne peux pas demander à mes responsables d'immeubles qui sont là à 5h30 pour sortir les containers à ordures ménagères, puis ensuite nettoyer, puis ensuite gérer aussi cette partie-là. Alors, ils la gèrent tant bien que mal, parce qu'ils y sont, parce que parfois, ils en subissent les difficultés. Ce que vous dites, c'est un triangle des Bermudes, la nuit, c'est un moment... À quoi vous pensez, vous, quand vous fermez les clés du bureau, là, en partant, et vous dites, voilà, la nuit arrive, à quoi ça pense un directeur général d'un bailleur social ? C'est sûr que c'est un moment où on se dit que c'est souvent la nuit qu'il se passe des choses difficiles. Alors peut-être parce que aussi la nuit, Christian Delorme le disait assez bien, pour une partie des gens, la nuit c'est aussi ce qui vient mettre en avant ce qu'on ne peut pas exprimer le jour, ou ce qu'on n'arrive pas à exprimer le jour. Et donc par exemple la nuit, c'est souvent le moment des compensations de personnes qui ont des difficultés et des troubles de santé mentale et qui sont aujourd'hui logées dans le parc, parce qu'on a une politique aujourd'hui de santé qui les a sortis de la file active, et donc qui ne sont pas dans des établissements de santé mentale, et donc qui sont dans le parc social, parce que le parc social aujourd'hui est accueillant et il fait son travail en faisant cela. Mais donc c'est ce qui peut à un moment poser des difficultés. Et puis il y a cette question de, quand je dis la nuit ça se prépare le jour, moi aujourd'hui ce que je vois sur les quartiers que nous gérons, c'est que l'expression des difficultés le soir, elle renvoie au fait qu'il n'y a pas d'espace d'appartenance le jour. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment, quand systématiquement on vous dit que vous n'êtes pas d'ici, au sens où vous n'êtes pas de ce quartier ou de cette ville ou de ce pays, il n'y a pas du tout un propos autour de la question de la dimension ethnique, en tout cas dans cette première partie. Quand on vous dit en permanence que vous n'êtes pas d'ici, eh bien, il y a un moment, on essaye de capter des espaces d'appartenance, de s'approprier quand il n'y a plus personne. Et la nuit, c'est souvent le moment où il n'y a plus personne. Donc c'est un moment où je peux redire que je suis de quelque part, où je peux redire quelque chose sur le territoire. Quelqu'un le disait très bien tout à l'heure, l'intervenant qui posait son chapiteau là, et qui disait, ils sont venus me voir en disant, t'es pas chez toi là. Enfin, donc on voit bien qu'il y a des notions de territoire. Mais quand je dis qu'elle se prépare le jour, c'est que pour moi, aujourd'hui, il y a une vraie question autour de qu'est-ce qu'on propose aux habitants de ces quartiers. Et j'ai pas envie de parler que des jeunes, parce que je pense que la question elle est beaucoup plus complexe, et puis elle renvoie aussi à ce que dit Madame. C'est pas facile de pas leur dire de sortir. Elle renvoie aussi à la question de comment on pose des règles quand c'est difficile de trouver du boulot, etc. Et pour moi, le fondamental, c'est de dire c'est quoi le récit qu'on est capable de proposer sur ces quartiers pour dire que chacun y a une place. Et en tant que bailleur, tout à l'heure vous le disiez gentiment en disant on fait pas que proposer un toit. Oui, en tant que bailleur, nous aujourd'hui, on propose aux gens d'habiter. Et habiter dans un lieu, c'est avoir des relations, c'est avoir bien sûr un toit sur la tête, mais ce n'est pas que cela. Et c'est là où aujourd'hui, ça se tend un petit peu sur un certain nombre de territoires. Karima Mali, j'ai envie de vous poser la même question, la maman, la grand-mère. Est-ce que le moment de la nuit a été un moment d'inquiétude ? En gros, est-ce que parler de la nuit dans les quartiers populaires, c'est pas finalement parler du jour de manière hyperbolique, en plus grand ? Parler de la nuit, moi je dis sincèrement, j'ai jamais eu de problème la nuit. Moi, tous les jeunes que j'ai connus dans mon quartier, ils ont toujours été respectueux, ils ont toujours été serviables. Et aujourd'hui, on parle de la nuit, mais moi je vois la nuit de l'époque de mes enfants, et aujourd'hui, c'est pas pareil. À l'époque de mes enfants, les jeunes, ils sortaient, ils allaient jouer, ils allaient peut-être voler un poste dans une voiture, ils allaient faire des choses. Aujourd'hui, on avait un local, je me souviens, Armstrong, il y avait des éducateurs, mais qui étaient du quartier, c'est des jeunes du quartier, et qui étaient là, qui les prenaient, et ils faisaient des jeux, ils faisaient des tas de trucs dans cette salle, et après, c'était fini. Bon, ils sortaient, ils tournaient un tour dehors, ils rentraient. Mais là, aujourd'hui, on a face des autres, c'est pas les mêmes. Qu'est-ce qu'il y a Aujourd'hui, c'est des jeunes qui viennent, qui vont s'installer en début d'après-midi. Ouais.
et puis qui sont là toute l'après-midi, toute la soirée, une partie de la nuit, qui vont partir au petit matin, ils vont dormir, ils peuvent revenir. Mais ça, c'est une autre catégorie et c'est pas du tout la même que celle que j'avais avant au Minguette. C'est pas du tout pareil, ça n'a rien à voir. Vous descendez encore dire Oui, aux gens... tout à fait, on descend et je vous dis franchement, on n'a pas de problème. Sincèrement, tant qu'on les laisse faire leur business, ils ne vous emmerderont pas. La question, là, c'est la question du business pour vous la nuit. Bah oui. C'est l'économie parallèle. Bah voilà. Et tant qu'il y a ça, et ben nous on est tranquille, on n'a pas de problème, on n'a rien. Ils sont serviables, ils sont gentils, ils ne nous embêtent pas. Et le quartier est propre, même quand ils vont manger, ils vont faire leurs trucs, ils vont faire des barbes, ils vont ramasser tous leurs trucs. Et puis du moment qu'on les laisse tranquilles, nous les laisse tranquilles. Mais c'est des jeunes avec qui je parle des fois, que je vois et que je leur dis, mais vous faites quoi ici ? Il y a d'autres choses dans la vie à faire. Il ne faut pas rester toute notre vie, vous n'allez pas rester là comme ça à faire. Et je pense que s'il y avait d'autres personnes, d'autres parents qui pouvaient venir et qui pourraient parler avec eux, peut-être là, il y en a un qui est parti. Et quand j'ai su qu'il était parti, j'ai demandé, j'ai dit, mais il est où Ils m'ont dit, bah, ça y est, il a trouvé du travail, il est parti. Mais je l'ai bassiné, parce que je l'ai connu, il était petit comme ça. Mais dans ce que vous dites, ça veut dire que réussir quelque part, c'est quitter le quartier, s'en extraire ? Ouais, c'est ça. C'est bête à dire, mais c'est vrai que je leur dis, il faut partir, il ne faut pas rester ici. Parce que c'est comme c'est comme la gangrène, quand il y a un endroit, ils sont attirés par ça, et puis c'est comme s'ils étaient pris dans ce piège, et puis on ne peut plus s'en sortir, il faut nous aider, et puis de l'autre côté, on ne va pas les aider. Moi, quand j'ai vu au Minguette tout ce qu'il y a, parce que j'ai fait partie du conseil citoyen, et j'ai vu tout ce qu'il y avait autour, les associations et tout, moi quand je leur dis aux jeunes, quand je sors du conseil citoyen, des réunions, je leur dis, vous savez qu'il y a ça et ça et ça, ils me disent, bah non, on n'est pas au courant, on ne sait pas, on ne nous a rien dit. Mais qui est là pour leur dire ? Moi, je ne comprends pas. Moi, c'est ça que je n'arrive pas aussi à comprendre. Il y a un déficit, selon vous, d'une présence dans les quartiers ? Moi, dans mon quartier, il y a un déficit. De quelle nature elle devrait être ? Eh ben, de personnes qui viennent, peut-être pas des éducateurs, j'en sais rien, peut-être des parents, peut-être quelqu'un qui vienne et qui leur dise, bon, vous avez telle possibilité, et vous savez qu'ils ne s'inscrivent pas à l'agence pour l'emploi. Quand on dit au chômage, la courbe, elle est descendue, mais venez dans les quartiers, venez les inscrire, tous ces jeunes qui ne sont pas inscrits. Et après, vous allez me dire, si la courbe, elle est descendue. Moi, je vous ai rien dit. Hein. Non, mais pas vous, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on nous dit, mais il faut venir voir à la base, en fait, au fond, ce qu'il y a. Tous ces jeunes ne sont pas inscrits. Puis quand on leur dit, vous pouvez vous inscrire, vous allez peut-être avoir le RSA, vous allez peut-être avoir... on s'en fout. Mais on a l'impression que vous nous décrivez, que vous nous racontez une extraterritorialité, un monde souterrain qui apparaît à 17h30, même qui avant. Disparaît, qui repart en fumée. C'est Aladdin et sa lampe merveilleuse, pas très merveilleuse en l'occurrence. Il commence de plus en plus tôt. Ça va dormir le matin jusqu'à 13h, je sais pas, 14h, et puis c'est de là que ça va commencer, puis ça va durer toute la nuit, puis après on va rentrer chez nous, puis là, ça continue comme ça, quoi. En fait, c'est pas la même chose de l'époque où il y avait mes enfants. Mes enfants, mon aîné, il a 42 ans aujourd'hui, l'autre, il en a 29. Donc c'est une autre, c'est marrant comme ça va vite d'une génération à l'autre. Ça va très très vite, et c'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, on en arrive, bon, ils sont gentils, c'est vrai et tout, mais ce qu'ils font, cette économie souterraine, en fait, ça crée, comme on dit, des conflits entre les quartiers. Et puis c'est ce qu'on voit aussi, on va se faire tuer, et ça commence à venir aussi chez nous. L'autre jour, il s'est fait tirer dessus, et ça commence à faire peur, en fait. C'est ça qui fait peur. C'est pas le fait d'aller vers eux ou quoi que ce soit. Moi, aujourd'hui, c'est pas pareil qu'avant. C'est pas la même chose. Julien de Normandie, c'est un peu apocalyptique, là, ce qu'on entend par rapport à la réalité. Alors, il y a deux choses. Il y a évidemment la nécessité de tiers personnes, d'intervenants tiers, et puis il y a la question de la sécurité. Alors prenons ces questions dans l'ordre. D'abord la question de la sécurité. Madame disait à la fois, elle met le doigt sur la question de l'économie parallèle, et puis sur la question de sa crainte de la police. Alors là, vous êtes porteur d'une réforme, les brigades de sécurité du quotidien. Concrètement, qu'est-ce qui va changer dans la police ? Aujourd'hui, on le sait tous, il y a un enjeu qui est essentiel, c'est de rétablir cette relation de confiance entre les habitants et les policiers. On a combien d'exemples d'habitants nous disant écoutez, moi, la police, je la respecte, mais souvent, je me sens pas suffisamment bien traité par les policiers. Et inversement, vous avez des policiers qui, à juste titre, témoignent en disant lorsque j'interviens dans les quartiers, il est normal de ne pas me laisser insulter et autres. Pour faire ça, il y a cette confiance qu'il faut rétablir, et je pense très sincèrement que ça n'est pas un vœu pieux, parce que je suis sûr vous pourriez en témoigner, madame,
il y a quelques années, malheureusement quelques décennies, cette confiance, elle existait. Vous aviez des policiers qui habitaient directement police de proximité, ça s'est dans appelé les pendant quartiers. longtemps. Et donc, nous, le pari qu'on fait, c'est de réintroduire cela par une police de proximité, une police du quotidien, c'est-à-dire des policiers qui connaissent les jeunes des quartiers parce que ils les voient au quotidien, pas simplement en intervention uniquement la nuit suite à un appel. Ils vont bénéficier d'une formation particulière, par exemple ? Alors, c'est je vais vous donner un exemple. Je viens d'aller interviewer toute une série de profs, de jeunes profs, évidemment nommés dans des écoles de banlieue. Et tous ces profs me disaient, on ne connaît pas la sociologie du territoire dans lequel on est amené. Il aurait fallu qu'à l'ESP, dans les écoles de formation des professeurs, on nous informe, qu'on sache à qui nous allions faire école. Vous avez raison, il y a un énorme enjeu de formation. C'est vrai pour les professeurs, et j'étais dans un quartier difficile en région parisienne lors de la rentrée scolaire, autour des professeurs et des élèves, et les professeurs eux aussi me faisaient le même témoignage que celui que vous avez eu. C'est vrai aussi pour les policiers. Alors le ministre de l'Intérieur, cette réforme de la police du quotidien, c'est plus de 1300 policiers qui vont être déployés dans un peu plus de 60 quartiers. Donc c'est un effort massif. Mais 1300 policiers formés ? Alors, effectivement, c'est des personnes qui doivent être formées, accompagnées, qui doivent comprendre, qui sont aussi parfois expérimentées, c'est-à-dire qui connaissent aussi le terrain, et puis qui disposent de cette volonté, de cette volonté de passer à une police de sécurité du quotidien. C'est tout ça la réforme qu'on est en train de mettre en œuvre. Moi, je pense vraiment, vous avez commencé votre question en disant on est en train de dresser un tableau apocalyptique. Moi, je vois aussi beaucoup d'optimisme et beaucoup d'espérance. Et je pense qu'il faut vraiment toujours garder, c'est ce que disait un instant Yazid, il faut toujours garder le fait qu'il y a aussi beaucoup de choses de très bien qui se passent. Il y a beaucoup de bonne volonté, que ce soit de la part de l'État, des élus, des associations, des policiers, des habitants. Et donc, il n'y a aucune fatalité à tout ça. À nous de trouver les bonnes solutions, à nous de retrouver cette confiance, à nous de lutter sans relâche contre cette économie souterraine. Parce que vous l'avez dit, madame, cette économie souterraine, il faut pouvoir la combattre avec fermeté. Là aussi, il y a quelques années, elle n'existait pas. Donc, il n'y a pas de fatalité. Yazid Kerfi, c'est vous qui êtes l'organisateur de ce Barnum là ce soir, enfin c'est autour de vous qu'on est. Ça fait une paire d'années, je le disais, que vous avez décidé d'investir le champ de la nuit. Qu'est-ce qui se passe quand le camping-car arrive et s'installe au pied d'un immeuble ? Qu'est-ce que ça libère ? Je me pose, je mets des tables, je mets de la musique, je mets des jeux de lumière et tout ça. Et puis les gens commencent à tourner autour. De la méfiance au départ, ils disent vous êtes qui, vous êtes pour qui, vous travaillez pour qui, des choses comme ça. Il y a beaucoup de méfiance, les gens tournent et mon boulot c'est d'aller vers eux ou peut-être ils viennent vers nous et puis je dis je viens, je suis là pour vous. Rien que ça, franchement tu viens pour nous. Alors, en général personne ne vient me pouvoir. C'est de donner de l'amour, c'est-à-dire que quand ils sentent que tu les aimes, ils disent je viens pour vous parce que je vous aime bien, parce que j'ai envie de faire quelque chose et parce qu'en même temps il y a des problèmes sur ce quartier. Et mon boulot, c'est de libérer cette parole en même temps. Parce que d'abord, tu viens pour eux, ça crée de la confiance. Et après, je les fais parler. Comment ça va avec la police ? Comment ça va chez toi ? Comment ça va ? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Je leur dis plein de choses comme ça. Et c'est-à-dire qu'à la fin de la soirée, ils te disent ça m'a fait du bien parce qu'au moins j'ai pu parler. Rien que ça, la parole, c'est plus fort que la violence. Plus il y aura du dialogue et moins il y aura de la violence. Il faut recréer des espaces de parole, y compris le soir, à l'heure où la souffrance est parfois le plus important, quoi. Créer de la sociabilité, ça génère de la tranquillité. Oui, tout à fait. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre et pas dans l'autre. Ah non, mais bien sûr, oui. Mais c'est parce que c'est important qu'à un moment donné, on crée cet espace où les gens se rencontrent. Mais aussi, mon boulot, c'est de provoquer les rencontres avec des personnes qui, naturellement, ne viendront pas dans le quartier. Provoquer la rencontre pour se connaître pour se respecter pour vivre ensemble. Si on vit chacun dans son coin, on ne s'en sortira pas, donc il faut provoquer la rencontre avec des personnes. Et en fin de compte, ils sont contents de discuter avec des gens qui viennent d'ailleurs. Ils en ont marre d'être entre eux. Ils veulent discuter avec des gens, avec des blancs, avec des gens des centres-villes, avec des riches, avec des filles. Et rien que ça, quand je les vois parler ensemble, chacun a appris quelque chose sur l'autre. Vous voyez, il y a de l'empathie de part et d'autre. On y vient justement. Je voudrais vous faire écouter un petit témoignage à ce sujet-là. À qui appartient la nuit ? Je le disais en préalable, la nuit s'écrit-elle au féminin ou au masculin ? Je vous propose d'écouter, il est évidemment un peu humoristique, mais d'écouter ce témoignage et vous réagirez derrière. Périphérie. Moi je pense que c'est plus facile de sortir quand on est un garçon. La nuit, il y a plus de danger que le jour. Ça fait plusieurs générations que la nuit appartient aux garçons. Plusieurs générations que la nuit appartient aux garçons, Yazid Kerfi, vous le disiez. Est-ce qu'on peut faire de la nuit un terrain
justement de rencontres. Bah oui, bien sûr. Il faut la provoquer, cette rencontre. Moi, quand je m'installe le soir dans les quartiers, c'est souvent beaucoup de filles qui m'accompagnent. Beaucoup de filles qui m'accompagnent et les jeunes sont vraiment... Ils disent, ça fait plaisir de discuter. Ils disent à la fille, moi, ça fait 6 mois que je n'ai pas parlé avec une fille. Rien que ça, c'est important en même temps. C'est-à-dire que plus il y aura de la mixité filles-garçons, et aussi moins il y aura de la violence en même temps. Il y a souvent de la violence parce que les garçons sont entre eux. Donc il faut vraiment provoquer cette rencontre. Les filles sont quelque part. Elles ne sont pas dans l'endroit où il y a les garçons, elles ne sont pas dans les halls, mais elles sont quelque part peut-être en danger. Peut-être ailleurs en même temps. Elles ne sont pas dans l'endroit où sont ces garçons en même temps, quoi. Est-ce qu'on réfléchit, Julien de Normandie, justement, est-ce qu'on réfléchit genré quand on réfléchit à la nuit dans les quartiers? Est-ce qu'il y a une nuit... Parce qu'on parle toujours de l'espace public, on parle toujours d'une occupation masculine. Une sociologue qui a l'habitude de dire, dans l'espace public, les hommes l'occupent, les femmes s'occupent. Oui, on le fait. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques semaines, j'étais à Trappes pour participer à une initiative qui existe à Trappes, mais qui existe dans beaucoup de quartiers, qui s'appelle les marches des femmes. Alors derrière ce mot, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est des femmes qui marchent dans la rue, dans le quartier, pour aller voir en quoi l'urbanisme, en quoi la ville, la façon dont elle a été construite, fait que quand vous êtes une femme, vous pouvez moins vous sentir en sécurité que lorsque vous êtes un homme. C'est Chris Blash qui organise ça et qui a formulé ce diagnostic sur les hommes l'occupent, les femmes s'occupent. Exactement. Et je peux vous dire, donc moi j'ai passé une journée à faire cette marche aux côtés des femmes. Je peux vous dire que vous en ressortez avec un autre regard. Le lampadaire, par exemple. Le lampadaire qui est caché derrière un arbre, ce qui est le cas à côté du studio où on enregistre. Tout de suite, les femmes avec lesquelles je marchais me disaient, vous voyez, ça veut dire que cet espace-là, on n'ira pas. Parce que vous avez moins de luminosité. Et donc cet espace-là, ce seront des garçons qui y seront ce soir. Et aucunement des femmes. Et aujourd'hui, moi, dans le ministère qui est le mien, j'ai en charge la rénovation urbaine. Comment on peut améliorer la qualité du bâti? Comment on peut rénover? On met beaucoup d'argent dessus. Mais le faire sans se soucier de savoir comment il va être occupé, cet espace, par les hommes et par les femmes, serait une erreur. Donc on le fait en prenant notamment en compte ces initiatives comme les marches des femmes que j'évoquais. Karima Mali, est-ce que cette question-là, vous voulez être posée de manière différente pour vos garçons et vos filles? J'imagine que oui, à votre sourire. Sincèrement, les filles, elles sortent pas dans les quartiers parce que les frères, entre les familles, j'ai vu ta sœur, elle était habillée comme ça, ta sœur, elle était là-bas. Et les filles, pour éviter tout ça, elles vont aller en ville, elles vont aller ailleurs, elles vont se balader ailleurs. Et puis elles resteront pas dans le quartier. Et elles iront jamais parler avec un garçon du quartier. Parce qu'il y a le frangin à côté qui est pas loin, il y a la famille et c'est chaud, quoi. Donc l'espace public en bas du quartier, il est masculin. Ouais, mais elles sortent, les filles. Je dis pas qu'elles sortent 2 par 2, elles sortent, mais elles vont pas aller parler avec les garçons. Ça, c'est clair. À part si c'est un garçon qu'elles connaissent ou le frère d'une copine, qui est vraiment, qu'on connaît très bien. Elles vont dire bonjour comme ça, vite fait. Mais les filles, elles sortent. Je dis pas qu'elles sortent pas. Mais ça va être restreint. Et puis le soir, en été, quand il fait chaud, elles sortent aussi avec la maman. On sort avec mes filles, je sors faire un tour et tout. Mais c'est vrai qu'avec les garçons, il y a toujours une barrière, quoi. C'est toujours... faut éviter. Cédric Van Stevendel, vos locataires, est-ce qu'ils vous demandent quelque chose? On parle toujours du fameux local. Est-ce qu'ils vous demandent un local pour la nuit? Oui, la question du local, elle se pose assez régulièrement, mais bien sûr, la réponse, elle n'est pas là. Après, la question n'est pas est-ce qu'on met à disposition ou est-ce qu'on ne met pas à disposition un local. Par rapport à ce que disait madame en disant les filles, elles ne sont pas là, les jeunes filles ne sont pas là. Par contre, en tout cas, moi, dans les quartiers dans lesquels je travaille, notamment, on a beaucoup travaillé au Noirettes. Les mamans, elles sont là. Et les papas, ils sont moins là. Les hommes adultes, les papas, ils sont un peu moins là, quoi. Et en tout cas, nous, dans les actions qu'on conduit sur ces quartiers-là, le plus dur, c'est de les avoir avec nous. Et je pense qu'une des parties aujourd'hui qui permettrait de nouer une forme d'alliance avec les habitants de ces quartiers, il réside quelque chose dans cette présence. Alors, il y en a certains, moi je me rappelle, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais au Noirettes, on a fait une très grosse réhabilitation et avec Cité Création, qui est un des peintres muralistes lyonnais, on a inauguré une fresque assez emblématique avec un travail de plus d'1 an, etc. Et puis le soir de l'inauguration, ça a été un peu chaud, parce qu'il y avait des vieilles affaires du gang des BMW de Vaux-en-Velin, pour ceux qui connaissent, peu importe. Et il y a eu un moment où ça a été un peu tendu et il y a un vieux monsieur qui est descendu, qu'on connaissait super bien, voilà, qui à un moment s'est senti en responsabilité
responsabilité du fait que ça finisse correctement, qu'on ne pouvait pas gâcher la fête. Et de plus en plus, quand même, je pense qu'on va arriver à régler une partie de cette question de la nuit par le fait qu'on se redonne confiance en tant qu'adulte. Et je pense que le travail que vous faites, il participe, enfin vraiment, à se dire, on a un mot à dire sur ce qui se passe. Je dis pas qu'il faut aller régler la question du trafic, mais on est tous aussi d'accord sur le fait que cette question de la nuit difficile, elle n'est pas liée qu'au trafic dur. Elle est aussi liée à une espèce d'intermédiaire où c'est pas encore le trafic, mais où on sait pas encore, on teste, on essaye un peu, et ça génère quand même pour les gens qui y habitent une forme de difficulté au quotidien qui fait que, comme vous le dites finalement avec un peu de pessimisme en disant de toute façon la seule solution c'est d'aller ailleurs quoi. Enfin, mais ça on peut pas s'y résoudre aujourd'hui, surtout quand on est en train d'investir sur ces quartiers, de les réhabiliter. Et nous, tout le boulot qu'on fait, quand je disais tout à l'heure, c'est le jour que ça se prépare, c'est de remettre de la présence adulte en bas. Et je vous dis, sur les Noirettes, quand on a fait la fresque, les dames avec qui on a travaillé au début, elles nous ont dit, on n'a jamais fêté la fête des BEPC. Vous savez, des brevets des collèges. Hein. On n'a jamais fait ça. Et depuis qu'on a fait cette fresque, ça fait 5 ans, tous les ans, il y a cette fête. Tous les ans, il y a des fêtes des voisins. Tous les ans, il y a 200 à 300 personnes qui descendent et qui prennent l'espace public le soir. Et pour moi, une des parties de la reconquête de ces espaces, c'est de faire ça. Pas tous les soirs, pas tout le temps, mais à un moment de se dire, cet espace, on le partage, on y a droit aussi, on peut faire la fête, on peut faire des choses. Je pense que là-dessus, on a quand même un enjeu qui répond pas à toute la question des locales. La question des locales, elle est de se dire, quelle va être la présence publique qui va accepter de le co-gérer avec nous. Moi, je veux bien mettre à disposition, mais mes responsables d'immeubles, il ne faut pas les gérer. Et donc, ça veut dire comment est-ce qu'on retrouve aussi, ce que madame disait très bien, il y a quelque temps, il y avait encore des éducs de Prèves, il y avait encore du monde en bas qui gérait une forme de lien. Aujourd'hui, il y a quand même une diminution forte de la présence adulte de l'institution publique sur les quartiers. Enfin, ensuite, on est d'accord, pas d'accord avec ce retrait, avec pourquoi on a fait ça, etc. Mais pour autant, ils ne sont plus là. Vous parlez, Cédric Van Stevendel, justement de cette histoire de comment créer des espaces de rencontre. Je vous propose d'écouter un dernier témoignage, justement autour de cette question de la mixité sociale, parce que c'est encore une fois cette question qui vient, c'est le quartier, mais le quartier ne peut pas être simplement endogène, il ne peut pas réfléchir qu'en lui-même, il y a faire venir l'extérieur dans le quartier, permettre au quartier d'aller dehors, enfin voilà, d'ouvrir ses frontières. Qui aurait aujourd'hui l'idée d'aller passer une soirée dans un quartier ? Est-ce qu'on peut dire que la vie nocturne est un privilège de centre-ville du coup ? À ce sujet, je vous propose d'écouter le témoignage de Nicolas Chausson, il est urbaniste à l'agence d'urbanisme de Lyon. Il fait une thèse justement sur les nuits de la métropole lyonnaise. Il insiste sur l'importance de déspécialiser les espaces. Sortir la soirée, sortir la nuit, participe de la transition des jeunes vers le monde des adultes. Et ça, il faut pouvoir en prendre soin, que ce soit en centre-ville, mais aussi dans des quartiers périphériques, ce qui nécessite aussi de les penser pour la nuit, selon moi. Tout le monde a un désir de nuit, au final, je pense, et on vit la nuit, chacun vit la nuit à sa propre manière. Et je pense qu'il est intéressant, du point de vue de la pratique de l'urbanisme et de l'aménagement, sur le sujet de la nuit, c'est de faire en sorte que le territoire puisse, entre centre et périphérie, proposer une diversité d'aménités nocturnes qui correspondent aux besoins de chacun, en fait. Dans un souci aussi de mixité fonctionnelle des quartiers, on pourrait aussi imaginer de dire les aménités de la vie nocturne, que ce soit les cinémas, les théâtres, quelques bars, les restaurants, des équipements sportifs ou des espaces publics un peu conviviaux ou qualitatifs pour organiser des rassemblements de quartier ou d'autres manifestations un peu plus ludico-festives. On peut aussi les mailler au sein du territoire et se dire que ça ne doit pas être uniquement dans l'hypercentre, mais aussi dans les quartiers périphériques. Pas uniquement pour les populations des quartiers périphériques, mais pour les personnes de l'intégralité de l'agglomération. Tout le monde est compétent en fait en matière de nuit. La nuit n'est pas un domaine de compétences cadré par la loi. Les villes sont compétentes, une association de quartier est compétente et les habitants sont compétents aussi en fait. Je viens de Normandie, tout le monde est compétent. D'ailleurs, est-ce que finalement l'État est légitime à réfléchir sur la nuit ? L'État, il est totalement légitime. Après, moi, je fais partie de ceux qui assument pleinement, avec beaucoup d'humilité, que l'État ne peut pas tout et que l'État doit faire aussi confiance à d'autres acteurs que sont les élus locaux ou les associations. Moi, je suis présent aujourd'hui pour la 2e année consécutive à Médiation Nomade parce que je suis convaincu que le rôle de l'État, c'est de pousser, de favoriser et d'accompagner des associations comme Médiation Nomade. Parce que là, on parle beaucoup de la nuit et qu'est-ce que font les jeunes la nuit ou les moins jeunes. Enfin, fondamentalement, ce qui est
peut-être encore plus important, c'est ce que Yazid et ses équipes disent aux jeunes pendant ces échanges, leur disant que le seul modèle n'est pas les personnes que Yazid mentionnait tout à l'heure qui peuvent les conduire dans des vies qui ne sont pas des vies souhaitables, mais qu'au contraire, il existe d'autres modèles, qu'il est possible de trouver des jobs, qu'il est possible de travailler, qu'il est possible de s'émanciper différemment. Et donc le rôle de l'État, oui, c'est de réfléchir sur la nuit, mais c'est de le faire en partenariat avec les acteurs qui sont sur le terrain. J'en suis profondément convaincu. Est-ce que ça ferait sens pour vous, un équipement public de premier ordre installé dans un quartier ? Il y a eu des tentatives, la MC 93, en Seine-Saint-Denis, le Théâtre des Amandiers même, on peut dire. Mais aujourd'hui, pour faire venir un public parisien, en gros, il y a des bus qui partent des portes de Paris, qui emmènent les spectateurs et qui les ramènent. Comment est-ce qu'on peut faire pour que demain, vous, moi, nous ayons envie d'aller dîner dans une brasserie à l'entrée d'un quartier ? Mais le problème, il est là. C'est-à-dire que c'est quoi le drame de nos quartiers ? C'est que les quartiers vivent sur les quartiers, et que d'ailleurs beaucoup de Français considèrent que le problème des quartiers, c'est le problème des quartiers. Non, le problème des quartiers, c'est le problème de toute la France. Et que le principal défi, c'est comment on arrive à ouvrir les quartiers. J'étais tout à l'heure à Saint-Fond, près de Lyon. À Saint-Fond, les habitants là-bas me disaient, vous savez, nous, on a des enfants qui sont jamais sortis de Saint-Fond. Et on en a d'autres qui sont allés un peu en centre-ville de Lyon, mais pas beaucoup plus loin. Et vous avez plein de raisons à cela. D'abord, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de moyens de transport. Pas suffisamment. Alors même que vous êtes dans des zones qui sont à proximité du centre de la métropole. Et donc là, les élus locaux... Marseille, par exemple, est une hyperbole de ce que vous dites. Exactement. Les quartiers nord sont... privés de métro. Voilà. Et donc ça, il y a un rôle fondamental de l'État, des pouvoirs publics et des élus locaux pour décloisonner. Mais c'est vrai sur ces frontières physiques, c'est aussi vrai sur les frontières sociales. Aujourd'hui, moi, c'est un des grands combats que j'ai, c'est de lutter contre les discriminations à l'embauche. Les discriminations à l'adresse. Là, vous avez une énorme fracture. Et tant que vous avez ces fractures-là, de mobilité sociale, économique, à ce moment-là, on n'arrivera pas à régler le problème de fond. Donc la question... La réponse institutionnelle, c'est le shaming, là, en l'occurrence. En l'occurrence, sur la discrimination à l'embauche, et moi je l'assume totalement, je vais lancer, on vient Vous allez dénoncer les entreprises qui pratiquent. On vient de recruter le cabinet qui va faire ça. On va tester la discrimination auprès des entreprises, et les entreprises qui sont discriminantes, on les nommera. Parce qu'il faut en finir avec cette discrimination. Il faut en finir. Mais encore une fois... c'est là où moi je suis optimiste, et que à la fin, qu'est-ce qu'il nous faut faire ? Il nous faut recréer ce réseau entre ceux qui vivent dans les quartiers et ceux qui vivent en dehors des quartiers. Il suffit pas de se dire on va emmener des gens du centre-ville qui sont plus aisés pour les faire revenir dans les quartiers. Ça fait des décennies qu'on essaye de faire ça. Moi je comprends très bien quand madame nous dit moi mes enfants je souhaite qu'ils sortent du quartier. Je le comprends, il ne faut pas d'assignation à résidence. Et donc il faut permettre cette liberté, faire péter ces fractures, qu'ils sont physiques encore une fois ou sociales. On ne va pas y arriver du jour au lendemain, malheureusement. Mais on met toute notre énergie pour le faire. Vous avez une politique aujourd'hui en matière de développement économique, de retour à l'emploi, autour des tiers-lieux, de lieux de coworking. Vous avez initié cette chose-là. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des tiers-lieux qui soient des tiers-lieux de sociabilité ? Moi, j'en suis convaincu, mais convaincu. Vous savez, le tiers-lieu, ce qui est assez phénoménal, c'est que, en fait, c'est à la croisée de deux complexités de notre société. D'un côté, l'individualisme, et de l'autre côté, le collectif. L'individualisme, parce qu'on le vit tous, on voit qu'on est dans des sociétés de plus en plus individuelles par nos comportements. Et en même temps, le collectif, parce qu'on sait bien qu'une société sans collectif, ça n'existe pas. Et collectif dans sa mixité. Et qu'en fait, beaucoup d'entre nous, et notamment ceux qui viennent auprès des camions de médiation nomade, au fond d'eux, derrière l'individualisme affiché, ils souhaitent ce collectif. Ils ne demandent qu'une chose, c'est de parler à d'autres personnes, comme le disait très justement Yazid tout à l'heure. Ces tiers-lieux, ça peut être ces lieux où vous rejoignez les deux. Moi, j'en suis convaincu. Et j'en suis d'autant plus convaincu que le numérique qui est souvent associé à ces tiers-lieux, c'est une formidable opportunité pour nos quartiers. Formidable. Tous les jeunes qui vivent dans les quartiers, ils sont hyper doués pour le numérique, ils connaissent par cœur les dernières applis, et donc c'est autant d'opportunités aussi pour faire sortir certains de nos quartiers et leur donner des opportunités. Avant de donner la parole à Cédric Van Stevendel, justement sur cette question des tiers-lieux et à Yazid Kerfi, juste une petite
adresse aux gens du public. On va faire passer un micro s'il y a quelques questions. Signalez-vous auprès de Sophia qui va venir vous tendre un micro pour, si vous voulez, voilà, évidemment, rentrer dans le débat. Yazid, quand vous allez dans un quartier, vous avez l'impression... Dans quel sens vous apportez de l'extérieur dans le quartier ou dans quel sens c'est le plus important? De l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur? Qu'est-ce qu'ils demandent, les jeunes avec qui vous parlez? Ils demandent à ce qu'il y ait des gens qui viennent les voir ou est-ce qu'ils demandent la possibilité d'aller ailleurs? Parce que la frontière, les deux, parce qu'ils se sentent en insécurité dès qu'ils sortent du quartier, ils se sentent plus chez eux, on va les regarder d'une certaine manière. Le quartier, c'est un refuge. C'est un refuge et la bande, c'est une sécurité. On est protégé par la bande en même temps. Et donc, ils ont peur de l'extérieur, mais ils ont besoin aussi que des personnes de l'extérieur viennent les voir pour qu'ils témoignent de ce qu'ils vivent ici en même temps, quoi. Ils ont besoin des témoins extérieurs. Sinon, ils sont qu'entre eux, puis ça alimente un discours en même temps. Donc, c'est un appel au secours, quoi. Ils ont besoin d'entendre des personnes qui viennent leur parler et qu'ils écoutent aussi de leurs paroles, quoi. Cédric Van Sybendel, vous, en matière de tiers-lieux, vous n'êtes pas les premiers, hein, mais vous avez inauguré à la frontière entre Lyon et Villeurbanne, un quartier qui a un très joli nom en plus qui s'appelle l'Autre-Soi, qui est un projet de vraie mixité. Oui, c'est vrai. Le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, sur une métropole comme celle de Lyon, de par la difficulté de fonctionnement de certains quartiers dans lesquels le logement social est concentré, on n'arrive plus à dire que construire un logement abordable pour tous, c'est une opportunité pour la ville. C'est-à-dire qu'on le cache, on le dissimule, on lui change de nom et on essaye de le repousser un peu aux frontières. Donc nous, on veut faire le pari sur ce lieu qui est en plus symboliquement un très beau lieu. C'est un ancien IUFM donc qui a formé des... Où le président Giscard a fait ses études. Ouais, parce que Polytechnique a été accueilli temporairement pendant la guerre parce qu'il a fallu passer de l'autre côté de la démarcation. Donc effectivement, dans l'histoire, ça compte aussi de ce type de lieu dans lequel on dit, nous, on veut à la fois proposer de l'habitat qui va aller du centre d'hébergement et de réinsertion pour les gens qui ont été à la rue, à du logement étudiant, mais aussi avec une salle de concert de 1000 places parce qu'on va accueillir un équipement culturel villeurbanais assez connu qui va venir nous rejoindre le CCO. Et on fait ce pari de se dire que proposer un logement digne et abordable à ceux qui en ont besoin, en fait, c'est une opportunité de développement économique, social et culturel pour la ville. Et ça, je pense vraiment qu'il faut qu'on pense demain ces territoires. Alors bien sûr, il faut penser comment est-ce qu'on va gérer les territoires sur lesquels aujourd'hui on a un certain nombre de difficultés. Et pour moi, je reviens là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on soit tous extrêmement vigilants sur cette question de l'appartenance et de comment est-ce qu'on propose un contrat qui donne à chacun l'impression de se sentir de ce nous. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas, quoi. Après, moi, je pense que les questions de médiation, etc., c'est extrêmement important. Mais on a quand même un problème de base sur la promesse républicaine qu'on n'arrive pas à tenir. Pacte social, quoi. Et je suis extrêmement inquiet, y compris aujourd'hui, et c'est des désaccords que j'exprime clairement avec la manière de l'aborder. On n'en parlera pas beaucoup ce soir, mais vraiment, j'ai une inquiétude à ce qui se vit parce que je n'arrive pas à trouver un propos rassurant dans ce que je peux dire aujourd'hui aux habitants de est-ce qu'on a vraiment compris collectivement de quoi avaient besoin ces territoires. Donc, on essaye de travailler ça et en même temps on essaye de déjà aussi penser un peu comment on va construire la ville de demain. Et l'Autre-Soi en est une expérience, mais il y en a plein d'autres en France aujourd'hui comme nous, de se dire le logement pas cher pour les gens les plus modestes, c'est une opportunité de développement. Il faut qu'on pense aussi cette évolution de la ville comme cela, parce que là, on est dans un espèce d'entre-deux où on ne sait pas comment traiter les quartiers d'habitat social qui ont été construits massivement après-guerre pour plein de raisons, et continuer à produire un logement pour tous. Et on est dans un espèce d'étau qui, moi, m'inquiète pour le devenir de nos territoires. La déspécialisation des territoires. Oui, c'est un enjeu, mais en même temps, il ne faut pas non plus que ça soit une fuite en avant. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas me raconter des histoires en me disant que parce que je vais livrer 250 logements avec cette salle de concert, je vais changer la métropole. Je donne un modèle de ce que ça peut être demain, mais je dis que pour traiter ce qui se passe aujourd'hui, il faut qu'on revienne sur ces territoires, il faut qu'on revienne sur les questions de l'emploi, et j'ai entendu le ministre en parler, et moi je me satisfais, au-delà des débats partisans, par exemple, que dans le plan pauvreté, territoire zéro chômeur soit soutenu, parce que pour le vivre aujourd'hui sur le quartier de Saint-Jean à Villeurbanne, c'est un succès incroyable, et que permettre aux gens de se retrouver dans cette appartenance par l'emploi, ça change tout, quoi. C'est en 18 mois, on a 90 personnes qui ont accédé à un CDI sur un quartier comme Saint-Jean. C'est colossal pour une métropole comme celle-là, et les effets dynamiques sur ce qui se passe sur ces territoires sont très forts. Donc c'est ce que je dis quand je dis qu'il faut qu'on retrouve des éléments autour de ce contrat social, soit territoire zéro chômeur, soit de la présence adulte autour de la prévention et de l'éducation
Donc moi, je ne peux pas en vouloir aux 2 éduques de la SLEA, de l'aide sociale à l'enfance, qui sont sur le quartier et qui ne peuvent pas nous accompagner sur tous les projets. C'est insuffisant. Mais je sais qu'on n'est pas tous d'accord sur ce diagnostic et sur les pistes qu'on propose, mais pour moi, il y a besoin de remettre de la présence adulte, public sur ces territoires autour de ce contrat d'appartenance. Julien de Normandie, avant de donner la parole au public, il y a une félicitation, votre soutien au territoire zéro chômeur, et puis une interpellation sur l'absence de moyens pour mettre des adultes sur le territoire dans les moments délaissés. Alors, déjà, moi, je partage votre constat. Et c'est pour ça que là, on rentre dans les périodes où on vote les budgets de l'État. Et le budget qu'on présente en début de semaine prochaine au Parlement, on va, au titre de la politique de la ville, créer 1000 emplois de ce qu'on appelle adultes relais en plus. On en finançait déjà près de 4000 et on va augmenter de 1000 le nombre d'emplois. Et qui sont ces personnes ? C'est des personnes qui sont financées par l'État, mais qui sont mises à disposition des associations pour agir au plus près du territoire. Donc non seulement je partage votre constat, mais en plus de ça, dans une période budgétaire que vous connaissez pas forcément évidente, on fait un renforcement significatif des financements pour justement amener plus de personnes directement au contact. C'est une façon de faire amende honorable par rapport à la réduction des emplois aidés de l'an dernier ? Non, parce que les emplois aidés, c'est quelque chose de différent. Les emplois aidés... de manière générale, et là c'est difficile d'en parler avec une spécificité des quartiers, surtout qu'on a demandé vraiment à toutes nos équipes, parmi les 200 000 emplois ça a aidés... signé un certain nombre d'associations de quartier. Oui, mais enfin on a quand même passé une priorité parmi tous ces emplois aidés que sont les quartiers. Et on en fait, cette année, c'est près de 200 000 emplois aidés qui ont été soutenus. Les emplois aidés, là où c'est différent, c'est qu'on a vu aussi des dérives à ce système-là, c'est-à-dire... Prenez simplement un chiffre, c'est quand vous regardez le nombre d'emplois aidés juste avant des élections, et vous voyez que le chiffre, il gonfle de manière assez artificielle, si je puis dire. Et donc, c'est pas des gens à qui vous offrez une inclusion durable par l'emploi. Là où les adultes relais que j'évoquais sont dans des vrais parcours au sein des associations sur la durée. Donc on est sûr qu'en 2021, il n'y aura pas une surenchère d'emplois aidés ? Ah, ça je peux vous le garantir. Ça je peux vous le garantir. On fera pas de clientélisme électoral. Une question, monsieur. Une intervention. Bonsoir, c'est plutôt une intervention. Donc bonsoir, Jafar. Vous parliez des Noirettes, donc j'habite juste à côté. On s'est déjà rencontrés dans d'autres occasions. Je voulais revenir sur plusieurs éléments en fait du débat. Donc déjà merci pour le débat. Première chose sur le fait, ce que disait Madame tout à l'heure, le fait qu'il y ait des gens en fait qui trouvent comme solution, la meilleure solution, c'est de quitter le quartier pour avoir une réussite. Moi, je suis diplômé, donc j'ai un diplôme Bac+5, j'ai travaillé, je travaille, j'ai bientôt pu travailler, donc au cas où s'il y a une place, mais je reviendrai vous voir tout à l'heure ça. J'ai choisi moi de rester dans mon quartier. J'habite le Mas du Taureau. Vous voyez la grande tour, donc, ce qui a marqué l'histoire de la politique de la ville. Moi, j'y habite. Exactement, la mort de Thomas Claudio en 90. J'avais 5 ans, donc j'ai pas de grands souvenirs de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais en tout cas, moi, j'ai choisi d'y vivre et de continuer à vivre parce que j'aime ce quartier-là, parce que c'est toute ma vie ce quartier-là. Et je pense qu'effectivement, on peut continuer à apporter des choses dans ce quartier-là en ayant un travail de partenariat avec l'État, avec les bailleurs, avec les habitants, via le conseil citoyen, via des associations aussi. Vous parliez tout à l'heure de discrimination. Malheureusement, la discrimination, elle est très difficile à déceler parce que il n'y a pas que la discrimination à l'adresse, il y a aussi des fois, malheureusement, on peut avoir un super CV, on arrive, on n'a pas mis la photo sur le CV, on arrive à l'entretien, et j'ai eu, moi, des cas comme ça, où j'ai un nom qui est particulier, je m'appelle Jafar Grench, donc ça fait pas très Maghreb. Donc quand on me dit Monsieur Grench, je me lève, on me dit bonjour, et là le visage change, et je comprends tout de suite que c'est mort. Et le problème, c'est que la discrimination, elle va même à un entretien. Et ça, je ne sais pas comment on peut solutionner ça aujourd'hui,
Je ne sais pas si le name and shame solutionnera la chose. Et le problème, c'est que c'est même pas, on peut même pas prouver qu'on a vécu une discrimination à ce moment-là. Julien de Normandie, une remarque, peut-être une deuxième question dans le public si jamais il y a quelqu'un qui veut. Et puis ensuite, on aura les conclusions du forum qui nous seront livrées par Emmanuel Le Tourneau pour que vous puissiez aussi réagir aux propositions. Ouais, sur les discriminations. Vous avez raison, monsieur. Je vais vous appeler Jaffar parce qu'on se connaît. Et puis, je vais bientôt vous recruter. Mais là où vous avez profondément raison, c'est que cette discrimination, elle existe à l'embauche. Là, moi, je parlais de l'entretien d'embauche. Elle est encore plus vraie pendant la rencontre physique. Mais là aussi, il n'y a pas de fatalité. Il y a au moins 2 choses qu'il nous faut faire. La première, c'est former au sein des entreprises les personnes qui recrutent. Et ça, c'est pas une mince affaire. On a commencé à le faire. Ça prendra du temps, mais il faut le faire. Et puis, il y a un deuxième point, moi, dans lequel je crois encore plus. C'est que vous savez, on parle toujours de la discrimination à l'embauche. Mais il y a une autre discrimination. C'est la discrimination d'évolution au sein de l'entreprise. Et vous avez des personnes qui sont embauchées au même moment, au même poste, mais parce que là aussi, ils n'ont pas l'adresse ou ils n'ont pas le physique que le top management souhaiterait, eh ben, ils ne progressent pas au sein de l'entreprise. Et donc, ils ne deviennent pas ceux qui sont en position de recruter la fois suivante. Et donc, quand moi je dis lutter contre la discrimination, c'est aussi lutter contre cette discrimination d'évolution au sein de l'entreprise. Et si on arrive à péter ce qu'on appelle ce plafond de verre, qui est une expression à la française, si je puis dire, qui existe, à ce moment-là, on réglera par là même, y compris la discrimination à l'embauche. Donc c'est tout ça qu'on fait. Encore une fois, moi je le fais avec beaucoup de détermination, j'y passe beaucoup de temps. Je vous promets pas que j'y arriverai du jour au lendemain, il y a beaucoup d'habitudes qu'il nous faut changer. Mais en tout cas, il faut rien lâcher parce que voilà, notre société, elle est faite comme ça et on va pas mettre de côté un pan entier de notre société. En tout cas, moi je serai de ceux qui combattront sans relâche cela. Merci. Cette émission... Ah, pardon. Moi, j'ai une question très courte. Concrètement, pour le trafic de stupéfiants, on sait que c'est ce qui gangrène nos quartiers, ce qui fait du mal à notre jeunesse à partir d'un certain âge, parce que nos enfants, en général, ça se passe bien jusqu'à 14-15 ans. Et après, on est complètement dépassé, parce qu'on a affaire à un océan, en fait, en face de nous. On est démunis. Concrètement, qu'est-ce que vous projetez de faire pour ça? Parce qu'il y a plein de non-dits, il y a plein de choses qui ne sont pas dites. Et il y a énormément de souffrance. Moi, je dis que c'est le problème numéro 1 dans nos quartiers. Et vis-à-vis de nos enfants, c'est le premier des dangers. Ce qui les menace, est-ce qui les détruit, est-ce qui nous ronge, est-ce qui nous pourrit, qui nous pourrit la vie, quoi. Et qui les mène soit à la mort, soit à la prison. Et c'est ce problème-là qu'il faut régler en priorité. Qu'est-ce qui serait nécessaire ? Est-ce que c'est des présences d'adultes? Est-ce que c'est plus de police? Sur quoi vous voudriez interpeller le ministre justement par rapport à... Déjà, c'est pas une interpellation, c'est plus un appel au secours en fait. C'est un appel au secours parce que on se voit la face, mais c'est catastrophique. Et quand un adolescent finit en prison, c'est dramatique. Et voilà, quoi. C'est pas une interpellation, c'est vraiment un appel au secours. Moi-même, je sais pas quoi faire, je suis démunie. Donc, essayer de se parler, de mieux se comprendre, parce que j'ai l'impression qu'on parle, parfois qu'on parle, mais en face, on n'a pas vraiment de compréhension. Voilà. Yazid, j'aimerais bien avoir une réaction de votre part justement sur cette parole, la question de la trafic de drogue, de l'économie parallèle. Là aussi, vous vous y heurtez, vous, quand vous installez le camping-car. Oui, non, mais je parle avec eux. Je mets en avant toujours mon travail de prévention de la délinquance. Je leur dis toujours avec des certitudes, quand on est délinquant, on ne réussit pas. On finit soit entre 4 murs, soit entre 4 planches, c'est pas le mystère. Parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont réussir leur vie en étant délinquants. Comme dans les films, ils sont persuadés qu'ils vont réussir et qu'ils vont devenir riches. Alors que c'est complètement faux en même temps, parce que je leur montre plein d'exemples qui échouent. Mais il y a un autre travail que je fais régulièrement, puisque je travaille beaucoup au milieu carcéral. Et c'est la meilleure occasion qu'on puisse se rencontrer en même temps. Donc je les fais réfléchir, qu'est-ce que vous allez faire en sortant? En sachant que si vous récidivez, vous reviendrez en prison. Il n'y a pas le mystère. La loi nous protège tous. Elle n'est pas faite contre nous, elle est là pour nous protéger tous. Donc à vous de faire les bons choix dans la vie et faites des efforts pour pouvoir vous en sortir. J'essaie d'avoir un discours moi, mon boulot, c'est de dévaloriser la délinquance. Parce que eux, ils la valorisent. Je dis, les caïds, ça finit en prison. Est-ce que ça rend crédible d'être passé par la prison, Yazid? Oui, ça rend crédible parce on peut parler parce que toi, tu sais.
Alors, donc si je sais, en vrai c'est pas vrai, mais je me sers aussi de ça, je dis oui c'est vrai je suis passé par là, mais la plupart ont très mal fini. Je leur dis, dites-moi tous les caïds du quartier où ils sont. Ils sont morts ou ils sont en prison. Est-ce que tu connais des caïds qui ont réussi? Donc j'essaie de les convaincre qu'ils ont fait le mauvais choix dans la vie. C'est pour ça que vous êtes lauréat depuis hier soir du Restart Award, médaille d'or du public. Une dernière question. Oui, merci. Donc moi je me présente, je suis maire adjointe à Saint-Denis. Je viens à cette conférence et je remercie Médiation Nomade d'avoir organisé cette conférence. Médiation Nomade est venue sur un quartier de Saint-Denis pendant 4 soirées il y a quelques mois, avant l'été. Donc c'est quelque chose d'extrêmement utile et efficace et où la parole peut se libérer. Ceci dit, on est alors à Saint-Denis comme dans la métropole de Lyon, on a une jeunesse qui va construire l'avenir. C'est l'avenir de la France qui se construit ici, dans nos banlieues et dans nos quartiers. Et pourtant, Dieu sait si notre jeunesse est pas bien considérée. Et la question de l'égalité républicaine dans nos territoires, dans nos quartiers, se pose tous les jours, quotidiennement. On travaille sur des partenariats avec les bailleurs, avec des associations. Vous parliez, Monsieur le Ministre, des embauches que vous alliez faire. En tous les cas, les emplois aidés, on en embauche beaucoup dans les associations et à la ville de Saint-Denis. Et ce sont des emplois aidés qui sont suivis pendant 3 ans avec un accompagnement. Et aujourd'hui, ces jeunes dionysiens n'ont plus cette possibilité-là. Et tant qu'on n'aura pas compris que c'est dans ces territoires-là que se joue l'avenir de la France, je pense qu'on s'en sortira pas. Une remarque, une réaction. Vous vouliez, Julien de Normandie, répondre à la dame qui... Exactement, mais je pense que c'est en lien également avec ce que Madame vous dit à l'instant. Ce que dit Yazid il y a quelques minutes, c'est il faut dévaloriser la délinquance. Je pense que c'est fondamental. Il faut la dévaloriser, cette délinquance, et que Yazid fait son boulot. Nous, l'État, c'est de faire en sorte que lorsque vous êtes donné du mal et qu'à la fin vous n'arrivez pas à réussir et que vous revenez dans le quartier en disant à tous vos potes, écoutez, oui j'ai fait des études mais j'ai pas réussi à trouver un job à la hauteur de mes études, à ce moment-là tous vos potes ils vous disent, écoute, t'as qu'à plutôt aller faire comme nous, tu verras c'est beaucoup plus lucratif et c'est beaucoup mieux. Et donc la première des réponses, c'est de dévaloriser la délinquance, mais c'est aussi de valoriser tous les autres parcours qui sont possibles. Or aujourd'hui, le chemin est semé d'embûches. C'est pas évident. Donc moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que ces fractures, ces embûches, on puisse les lever. Et puis deuxièmement, les trafics, aujourd'hui, ça pourrit nos quartiers. Ça pourrit d'autant plus nos quartiers que c'est de plus en plus fort, de plus en plus violent. Je veux dire, quand vous parlez avec des policiers, je le faisais encore tout à l'heure avec le commissariat et les effectifs auxquels je rendais visite, et vous dites c'est même plus le même matériel qu'avant. Et on a tous en tête ces images de Kalachnikov et autres. Et donc là, il n'y a qu'une solution à faire. C'est éviter que les gens tombent dedans, comme le disait Yazid, mais c'est de taper ces réseaux. Et ces réseaux, pour les taper efficacement, il faut aller les taper très haut, à la source, en amont, le plus possible. Là aussi, c'est pas évident. Je peux vous dire qu'il y a un ministre de l'Intérieur qui est bien connu ici, compte tenu de ses attaches lyonnaises. Il va bientôt revenir d'ailleurs. Il paraît. Enfin, il faut qu'il soit élu. Mais la lutte contre le trafic de drogue aujourd'hui a pris une autre ampleur. C'est démanteler les réseaux et démanteler des réseaux qui sont organisés sur le territoire national et à l'international. Donc là, c'est tout ce que fait le ministre de l'Intérieur avec des actions très fortes tournées contre ça. Mais encore une fois, c'est les deux jambes. C'est donner de l'espérance en montrant qu'il y a d'autres solutions et puis c'est de taper très fort là où il faut taper. Avant de vous libérer, je vais demander à Emmanuel Le Tourneux de nous faire quand même un bref bilan des conclusions et des recommandations du forum de la médiation nomade, parce que tous les participants, 150 personnes, se sont mis autour de tables de propositions pour justement essayer de vous donner des pistes de ce qui pourrait être envisagé. Emmanuel, qu'est-ce qu'il en ressort de cette consultation, de cette table citoyenne, comme on dirait au Canada ? Eh bien, avant de dire ce qu'il en ressort, je pense que c'est important de dire comment ça s'est passé.
C'était 1 heure incroyablement studieuse et calme, avec les gens par cercle, une dizaine de tables de propositions d'une quinzaine de personnes. C'était absolument surprenant. La salle était dans un silence absolu pendant 1 heure. Les gens ont travaillé très dur. Puis ils ont finalement proposé un certain nombre de pistes de propositions. Alors c'est amusant parce qu'elles vont croiser, bien entendu, certaines des pistes évoquées ici. Il y a eu des dispositions, par exemple, pour les femmes, avec l'évocation de toilettes publiques adaptées, notamment, qui une des raisons pour lesquelles les femmes hésitent à rester dans l'espace public, avec également l'évocation de davantage de lampadaires, d'équilibrer, non, mais l'idée que les villes sont bien éclairées, que les quartiers le sont moins, et que c'est une caractéristique. Évidemment, beaucoup de propositions ayant à voir avec la démocratie participative, mais qui avaient pour originalité de chercher à outiller cette démocratie participative. Par exemple, l'évocation de l'idée que pour remettre des adultes dans les quartiers, il faut pouvoir avoir des personnes relais qui viennent elles-mêmes du coin, et qu'il faut pouvoir imaginer, sur certains dispositifs de concertation, de défrayer ou d'indemniser les participants lorsqu'on leur demande de beaucoup participer et que toutes les autres personnes présentes sont en fait salariées, étant des représentants des municipalités, des personnes ès-qualité. Il y a eu également l'idée de motiver et d'impliquer les habitants pour réinvestir la cité et recréer du lien social, avec cette idée, pour qu'elle ne soit pas complètement évangélique, que ça réclame un accompagnement. Que donc il faut des gens qui puissent servir de relais et de médiateurs pour faciliter la participation des citoyens à certaines décisions. Beaucoup d'appels à ce que les élus puissent toujours davantage être dans le dialogue avec les différentes catégories d'acteurs et d'habitants, avec pas mal de propositions pour outiller ce dialogue, pour lui donner un caractère sérieux et constructif. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a eu plus d'une trentaine de propositions qui ont été émises, donc c'est quelques exemples. Une assez grosse demande des participants à ces tables rondes d'être accompagnés dans la montée en compétences. Julien de Normandie, voilà, c'est bien de faire des espaces de parole, d'associer les habitants, mais encore faut-il leur donner les moyens financiers, matériels et de compétences de la prendre cette parole à bon escient. Moi, j'ai un exemple en tête. On en revient à la formation. On en revient à la formation, mais on en revient aussi à l'utilité. Vous savez, dans les quartiers, il y a ce qu'on appelle les conseils citoyens. On en connaît tous. Les conseils citoyens, si vous regardez, il y a quelques années, ça a eu son heure de gloire, c'est au moment de la rénovation urbaine. Et là, il y avait vraiment des centaines, voire des milliers de nos concitoyens qui y participaient. Aujourd'hui, ces conseils citoyens, ils existent encore, mais vous avez beaucoup moins de monde dedans. Pourquoi ? Parce qu'on leur demande de faire des choses et puis ils produisent, ils envoient parfois au ministre. Moi j'ai lu encore dernièrement leurs recommandations et puis souvent ils n'ont pas de réponse, ils n'ont rien, il n'y a pas de retour, ils ne voient pas comment ça change, soit dans la politique de l'État ou la politique des élus locaux. Et ben là en fait vous cassez la dynamique. Donc moi je suis totalement d'accord avec ce volet de formation, mais je pense que nous, responsables politiques, on a aussi une grande responsabilité qui est de faire en sorte que toutes les personnes qui s'investissent, ils puissent ressentir que oui, il y a une utilité derrière, parce qu'on leur fait des retours, parce qu'on participe comme aujourd'hui à cet événement, parce qu'on fait, j'ai organisé un hackathon il y a quelques temps, voilà, il faut absolument faire ce retour parce que c'est là où on a ce sentiment d'utilité qui est nécessaire. Est-ce que par exemple les professionnels de l'école de la rénovation urbaine pourraient être, entre guillemets, missionnés pour aller dans les quartiers, aider les habitants à élaborer leurs revendications? Oui, alors ils peuvent, il n'y a pas que. Il y en a d'autres, mais je prends l'exemple de l'école de la rénovation urbaine. Mais totalement. Vous savez, la rénovation urbaine, c'est le plus beau des exemples. L'urbanisme, la ville, ça appartient à ses habitants. C'est Simone Veil, on l'oublie souvent, elle était ministre de la ville, et elle avait cette fabuleuse phrase en disant on ne fera pas la ville sans ses habitants. Ben ouais, la ville, elle appartient aux habitants. Donc construire la ville sans les habitants, c'est un vœu pieux. Ça ne marche pas. Merci à tous, merci Julien de Normandie d'être venu inaugurer ce premier débat de Périphérie. Belle nuit. Pour ceux qui veulent poursuivre la réflexion, je vous recommande d'écouter le travail que nous avions mené, c'était il y a un petit moment déjà, avec un groupe d'adolescents de la protection judiciaire de la jeunesse autour, ça s'invente pas, de la nuit, et qui est évidemment aussi disponible sur le site de périphérie.fr. N'hésitez pas à réagir sous l'onglet contribuer de la page web de périphérie.fr. On se retrouvera pour le prochain débat qui sera enregistré lui le 4 octobre à 18h, ce sera à Toulouse, dans le cadre du festival Origine Contrôlée des camarades de Tactique Collectif. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au fil podcast de Périphérie. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir.